Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un mot de notre sponsor, la maison d'édition K-World. Spécialisée dans l'édition de livres et de magazines autour de la Corée du Sud, les éditions K-World nous proposent un nouveau webtoon intitulé Killstagram. Si tu es fan d'horreur, de thriller, ce webtoon est fait pour toi. C'est l'histoire d'une influenceuse prénommée Doremi. Avec son million de followers sur le réseau social coréen Allstagram, Doremi est une des personnalités les plus populaires du pays. Mais avec cette fâcheuse tendance à dévoiler ses moindres faits et gestes en ligne, elle pourrait bien être la prochaine cible du tueur en série surnommé le fantôme d'Olsta, un tueur qui s'en prend aux influenceurs. Ce thriller est un best-seller sur la plateforme Webtoon avec plus de 12 millions de lecteurs. Ryung, l'autrice, une sud-coréenne, aborde le côté sombre de la célébrité, la controverse autour du fait de trop partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Il y aura 9 tomes au total et la sortie du tome 1 en français est prévue pour le 15 mai 2025. Je t'invite donc à découvrir cet ouvrage de la collection K-Addict aux éditions K-World. Le prix est super abordable, 9,95€ seulement. Pour 192 pages en couleur, elle est pas belle la vie. Pour te le procurer, rien de plus simple, Killstagram sera disponible en librairie, sur des sites de vente comme Amazon, la Fnac, etc. Et bien sûr, c'est également disponible sur le site de la maison d'édition K-World. Lien en barre de description et en commentaire épinglé. Si tu veux tenter ta chance et remporter ce premier tome, je te l'envoie gratuitement, j'en ai quelques-uns à offrir, merci K-World. Pour remporter un exemplaire, il suffit de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mets un petit like et laisse un commentaire avec le titre du webtoon. Et justement, en parlant d'influenceurs qui peuvent être la cible de personnes malveillantes, l'affaire bien réelle de ce soir va nous prouver que parfois la réalité peut dépasser la fiction. L'affaire du jour nous emmène en Thaïlande, et plus précisément à Bangkok, la capitale du pays des sourires. Bangkok, cette ville qui ne dort jamais, où les temples côtoient les gratte-ciel et les centres commerciaux hyper modernes, où les tuk-tuk slalom entre les voitures de luxe et où les vendeurs de rue proposent une cuisine qui fait saliver le monde entier. Ah, la cuisine thaïlandaise, son mélange subtil entre le sucré, le salé, l'acide, le piquant, la citronnelle, le gingembre, la sauce poisson et bien sûr les piments. D'ailleurs, si un Thaïlandais te dit que c'est maipet, pas épicé, méfie-toi, ça risque de piquer quand même. Mon plat thaïlandais préféré, la soupe épicée tom yum, un plat servi encore fumant et qui combine l'acidité de la citronnelle et du citron vert, le piquant des piments, l'umami de la pâte de crevettes et des champignons et les notes parfumées des feuilles de kombava et du galanga. Cette soupe, elle peut être au poulet, aux crevettes, généralement quelques champignons sont jetés dedans, des oignons, tomates cerises, un peu de coriandre fraîche, régalade assurée, je te recommande d'y goûter surtout en hiver. Côté crime, la Thaïlande affiche des statistiques plutôt rassurantes. Le taux de crime violent y est inférieur à celui de nombreux pays occidentaux. Mais ces dernières années, une nouvelle forme de criminalité émerge, plus organisée, plus sophistiquée et souvent dirigée vers les touristes. La police thaïlandaise rapporte une augmentation inquiétante des escroqueries, des vols à la tire et plus préoccupant encore, des enlèvements visant les voyageurs étrangers. En 2023, près de 60% des crimes signalés à Bangkok ont pour victime des touristes. C'est pas vraiment le genre de statistiques qu'on met en avant dans les brochures touristiques. Pour notre affaire, on est en juillet 2024. Depuis la fin du Covid, les chiffres du tourisme en Thaïlande ont explosé. D'après le ministère du Tourisme et des Sports thaïlandais, ce sont 28,2 millions de touristes qui viennent visiter le pays en 2023, et 2024 s'annonçait encore plus prometteuse avec une prévision de 35 millions de visiteurs. Parmi eux, environ 25% proviennent de la Chine. Et c'est assez logique quand on sait que la Thaïlande est l'une des 20 destinations approuvées par le gouvernement chinois lors de la réouverture post-Covid. Les Chinois représentent quand même un quart du tourisme global de la Thaïlande. Rien qu'au premier trimestre 2024, 2 millions de touristes chinois ont posé leurs valises dans le pays. Et parmi eux, Yan Ruimin, une influenceuse chinoise de 38 ans. Le 12 juillet 2024, Kai Bo-chuan, un ressortissant chinois, se présente au commissariat de police de Bang Rak à Bangkok. Il est inquiet, il n'a plus de nouvelles de son ami Yan Ruimin depuis presque 2 semaines. Elle quitte la Malaisie et elle arrive en Thaïlande le 26 juin. Elle voyage seule, il s'agit de son 6e séjour en Thaïlande et pour cette visite, le programme semble plutôt tranquille. 2 jours à Pattaya, les 28 et 29 juin, puis retour à Bangkok le 30, où elle s'installe dans un hôtel. Et tout bien réfléchi, elle repart s'installer chez un ami. Rien d'anormal jusque-là pour cette globe-trotteuse habituée des voyages en Asie du Sud-Est. Mais voilà,
Elle ne donne plus de nouvelles depuis plus de 10 jours. Son ami Kai Bo-Chwan vient en Thaïlande pour voir s'il peut la trouver, mais elle semble avoir disparu alors qu'elle se rend à Phuket. Tout commence donc par un silence qui ne ressemble pas à Yan Ruimin. D'abord, elle est active sur les réseaux sociaux, très active même, elle aime documenter chaque instant de sa vie sur ses comptes TikTok et Xiaohongshu, l'équivalent chinois d'Instagram. Comme à son habitude, le 29 juin 2024, elle poste des stories de son séjour à Pattaya. Le 30 juin, elle est de retour à Bangkok et elle continue de partager son quotidien sur ses plateformes. Elle montre ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, ce qu'elle voit, la fête à laquelle elle se rend pour s'amuser. Rien n'indique un quelconque problème, rien ne laisse penser qu'elle est sur le point de se volatiliser. Et le 1er juillet est une journée de vacances comme les autres. En début d'après-midi, elle envoie un message à son ami Kai Bo-Chwan, qui lui est resté en Chine. Le pauvre, lui, il n'est pas en vacances. Elle lui dit qu'elle doit aller à Phuket le lendemain, le 2 juillet, mais le lendemain, Yan Ruimin ne se présente pas pour son vol en direction Phuket, et son téléphone reste désespérément silencieux. Ses amis commencent à s'inquiéter, ce n'est pas son genre de disparaître sans prévenir. Ils tentent de la joindre encore et encore, mais rien. Le 12 juillet, Kai Bo-Chwan finit par signaler officiellement la disparition de son ami à la police de Bangkok. Il explique que Yan Ruimin est une personne organisée, elle a l'habitude de voyager, elle prévient toujours ses proches de ses déplacements. Cette disparition soudaine ne lui ressemble vraiment pas. Yan Ruimin n'est pas n'importe quel touriste qui partage son quotidien avec ses proches, c'est une influenceuse. Sur Xiaohongshu, l'équivalent chinois d'Instagram, où elle poste sous le pseudo Ruiming, elle compte environ 11 000 abonnés. Née en 1986 dans une famille aisée de Shenzhen, Yan Ruimin a toujours connu le confort. Ses parents sont des entrepreneurs locaux qui ont bien réussi, autant dire qu'elle n'a jamais manqué de rien. En 2004, elle intègre une prestigieuse université nationale. 4 ans plus tard, elle part étudier à Singapour, et là, c'est la révélation. Elle tombe amoureuse de ce style de vie international. En 2016, ses parents, toujours aussi généreux, lui financent l'ouverture d'un studio de yoga à Qingdao. Mais la gestion d'entreprise, très peu pour elle. Elle préfère confier le studio à quelqu'un d'autre et partir explorer le monde. Elle devient une digital nomade parcourant l'Asie du Sud-Est avec son téléphone comme principal outil de travail. Un digital nomade, c'est une personne qui utilise les technologies numériques pour travailler à distance tout en voyageant ou en vivant dans différents endroits à travers le monde. Ce mode de vie est souvent rendu possible grâce à Internet, qui permet d'effectuer des tâches professionnelles sans être physiquement présent dans un bureau traditionnel. Les métiers courants incluent développeur web, rédacteur, graphiste, consultant, marketeur digital, créateur de contenu, donc YouTube, TikTok, etc. Cette possibilité de travailler de n'importe où offre un mode de vie idéal pour les passionnés de voyage qui sont désireux d'explorer différents endroits et de rencontrer des personnes de cultures variées. Sur ces réseaux, Yan Ruimin partage sa vie entre hôtels de luxe, restaurants chics, festivals branchés et ses sessions de sport. Et là-dessus, il y a de la matière parce qu'elle fait du ski, du golf, du yoga, de la musculation et même du frisbee. En bref, ces réseaux vendent du rêve. Yan Ruimin a un budget illimité, elle kiffe sa vie à fond en voyageant. Le 26 juin 2024, Yan Ruimin arrive en Thaïlande. C'est la 6e fois qu'elle visite le pays, donc elle connaît un peu les lieux. Comment est-ce qu'on en arrive à sa disparition ? Où est-elle passée et que lui est-il arrivé? Pour essayer de retrouver Yan Ruimin, la police de Bangkok remonte le fil des événements à l'aide de son ami Kai Bo-Chwan. Mais avant, on envisage la possibilité d'un kidnapping pour rançon. On sait que la famille de la disparue est très aisée et on se base aussi sur les dires de Kai Bo-Chwan. Avant d'appeler la police, il contacte la famille de son ami en leur disant qu'il n'a plus de nouvelles d'elle et qu'il devrait se préparer à payer une rançon pour la revoir. Le 1er juillet, le dernier jour où Kai Bo-Chwan a des nouvelles d'elle, Yan Ruimin prend un taxi à 16h26 sur l'application Grab, l'équivalent d'Uber. Elle roule jusqu'à la grande rue animée de Sukhumvit-Soi et elle descend de son taxi. Elle rejoint ensuite un homme devant une Honda City blanche. Les caméras de surveillance de la ville capturent ce moment tout à fait anodin. Yan Ruimin et l'homme en question vont ensemble au marché de Klong Toei où ils achètent du durian, un fruit réputé pour son odeur très forte. Les deux sont filmés en train de le manger, en même temps beaucoup d'hôtels interdisent à leurs clients de ramener du durian parce que ce fruit sent beaucoup trop fort. Petit aparté, l'odeur du durian est généralement décrite comme un mélange d'oignons pourris, de chaussettes sales, avec des notes d'égout et de gaz naturel, et une combinaison d'amandes fermentées et de fromage très fort. Certains y détectent aussi des arômes d'œufs pourris ou de soufre. Alors j'ai déjà goûté ça, mais dans une pâtisserie, ça allait encore, je crois, parce que le sucré a étouffé un peu l'odeur. Je sais pas si j'oserais le goûter
comme ça nature. Donc on comprend pourquoi le durian se mange en dehors des hôtels ou des transports en commun. Et curieusement, les amateurs de durian en apprécient le goût. Ils le décrivent comme délicieux, crémeux, avec des notes d'amande, de vanille, de caramel. Mais en vrai, c'est un peu comme nous les Français et nos fromages qui puent la mort. Bref, assez parlé du durian, on revient donc à Yan Ruimin. À 19h43, elle et l'homme qu'on aperçoit sur les images de vidéosurveillance retournent à la voiture, main dans la main, le long de la Rama 4 Road. Ils ont l'air complices, la scène semble même romantique. Comme on le sait, le lendemain, le 2 juillet, Yan Rumin ne prend pas son vol pour Phuket. Elle ne répond pas non plus au téléphone. Les enquêteurs découvrent d'ailleurs que le bornage de son téléphone est assez intrigant. Le 3 juillet, à 4h58, le dernier signal du téléphone de Yan Rumin en Thaïlande est capté. Et c'est loin, bien loin de la ville Kilborn, à 50 km à l'est de Bangkok, près du temple Wat Soton Wararam, dans la province de Cha Chueng Sao, si j'ai bien prononcé. Après ça, on n'a plus rien, comme si Yan Rumin s'était volatilisé dans la nuit tropicale de Bangkok. Grâce aux images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont non seulement une chronologie assez précise des derniers moments où Yan Rumin est vue, mais ils ont aussi un visage, celui de l'homme qui, a priori, est la dernière personne à l'avoir vu. Les enquêteurs apprennent son nom en cherchant la plaque d'immatriculation de la Honda blanche. C'est une voiture de location qui a été louée par un ressortissant chinois, un certain Ma Qingyan, le 30 juin à Bangkok. Et plus les enquêteurs creusent, plus ils découvrent que Ma Qingyan a laissé derrière lui une véritable collection de preuves qui le lie à la disparition de Yan Rumin. Les policiers commencent par retracer les mouvements de Ma Qingyan grâce aux caméras de surveillance de la ville et au GPS de la voiture de location. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, la nuit de la disparition, la voiture roule entre Bangkok et Cha Chueng Sao, à 50 km de là, et elle fait exactement 12 arrêts. Pendant ces arrêts, parfois Ma Qingyan reste dans la voiture, parfois il en sort. Que fait-il ? Un seul moyen d'essayer de le découvrir, il faut se rendre sur place et fouiller chaque scène. Des équipes d'experts sont donc envoyées sur les 12 endroits où le véhicule s'arrête, et sur chacune de ces scènes, des experts retrouvent des éléments de preuve abandonnés par Ma Qingyan. La nuit de la disparition, au cours des 12 arrêts, il tente de se débarrasser méthodiquement de certaines preuves. Sur l'une des scènes, c'est le sac à main de Yan Rumin qui est retrouvé brûlé. Sur une autre, sa valise rose brûlée elle aussi. Sur la suivante, les papiers de la jeune femme brûlés eux aussi. Et ainsi de suite. Ça commence vraiment à sentir mauvais pour Ma Qingyan. C'est vraiment un comportement suspect, surtout dans le contexte d'une disparition dans laquelle il est la dernière personne à avoir vu la disparue. Les enquêteurs veulent approfondir. Ils retrouvent la Honda pour la faire expertiser. De prime abord, elle semble tout à fait normale, rien à déplorer, excepté peut-être une odeur un peu forte de javel. Quand la voiture est passée au luminol, elle se met à étinceler telle une guirlande de Noël. Il y a du sang partout. Sur le siège conducteur, sur la banquette arrière, sur la portière, dans le coffre, et en examinant aussi la chambre de l'hôtel de Ma Qingyan, pareil. Il n'a même pas pris le temps d'essayer de nettoyer, il y a du sang partout. Mais où est Yan Rumin? En suivant les données du GPS de la voiture de location et en recroisant avec le dernier signal du téléphone de Yan Rumin, le 3 juillet, à 4h58 du matin, les enquêteurs arrivent dans une zone isolée, près d'une ferme piscicole à l'orée d'un parc proche du temple Wat Soton Wararam. Le timing du GPS est révélateur. Ma Qingyan passe près de 40 minutes à cet endroit. En fouillant cette zone, les enquêteurs sont persuadés qu'ils vont trouver quelque chose. Et ça ne rate pas, le samedi 13 juillet 2024, ils avancent dans un terrain vague, ils coupent les hautes herbes d'une zone jonchée de tuiles cassées, l'atmosphère est lourde, et pas seulement à cause de la chaleur tropicale, une odeur de décomposition plane dans l'air. Vers 12h30, les équipes tombent sur une bâche bleue à moitié immergée dans l'eau stagnante. En la soulevant, l'horreur, on découvre un corps en état de décomposition avancée dans cette tombe improvisée. L'examen médico-légal révèle que le corps est là depuis plus de 10 jours. L'identification est difficile en raison de l'état de décomposition avancé, mais un détail macabre va s'avérer crucial pour découvrir qui est la victime. Un implant mammaire en silicone flotte dans l'eau boueuse, tandis que l'autre est encore attaché sur le sein gauche. Pendant que la police fait ses découvertes macabres sur le terrain, les internautes chinois mènent leur propre enquête. La police thaïlandaise partage les photos des indices retrouvés au fil des arrêts indiqués par le GPS de la Honda pour tenter d'obtenir des informations, notamment la valise rose retrouvée brûlée. Ils appellent tout témoin ou toute personne qui sait quoi que ce soit à se manifester.
En parcourant les réseaux de Yan Ruimin, les internautes remarquent un détail glaçant. La valise correspond exactement à celle présente sur les photos de Yan Ruimin. Mais ce n'est pas tout. En fouillant dans les commentaires de ces publications, ils découvrent quelque chose d'encore plus troublant. En mai 2024, un certain utilisateur cherchait désespérément à attirer l'attention de Yan Ruimin dans les commentaires. En cliquant sur son profil, les internautes réalisent que cet homme est le suspect recherché par la police, Ma Qingyan. Ma Qingyan est un homme de 33 ans et tout comme Yan Ruimin, il poste beaucoup de contenu lifestyle, golf, ski, voyage, etc. Il se montre en costume de marque, montre de luxe au poignet, au volant de belles voitures, le parfait influenceur. Pourtant, Ma Qingyan n'est pas le riche playboy qu'il prétend être sur les réseaux sociaux. Ce trentenaire, originaire de la province d'Anhui, est en réalité un arnaqueur professionnel, un caméléon social qui passe son temps à se réinventer sur Internet. Pour ça, il se crée une personnalité virtuelle parfaitement calibrée pour attirer ses victimes. Sur les réseaux, il joue les fils de bonne famille, photos en costume de marque, probablement des locations. Il est au volant de voitures de luxe, probablement louées, elle aussi, montres haut de gamme au poignet, et on va voir après que ces montres sont fausses. Il copie exactement les codes des vrais rich kids chinois, golf, ski, voyage de luxe, tout y est. Son terrain de chasse favori, c'est les réseaux sociaux. Il passe son temps à étudier les profils des personnes qui affichent leur richesse en ligne, il analyse leurs publications, leurs habitudes, leur façon de parler, il devient en quelque sorte un expert en richesse virtuelle. Un vrai pro de l'arnaque 2.0. Et comme tous les bons arnaqueurs, il a plusieurs passeports, parce qu'apparemment, une seule identité ne suffit pas à contenir tout son talent. Ma Qingyan repère Yan Ruimin sur les réseaux sociaux chinois, elle est la cible parfaite, belle, riche et surtout, elle voyage souvent seule. Son premier contact avec elle remonte au 14 mai 2024. Il commence à commenter ses publications, à interagir avec elle, à la complimenter, ça va créer un lien. Yan Ruimin est touché par les attentions de cet homme qui semble partager son style de vie et malheureusement elle tombe dans le piège. La suite, on la connaît. Ma Qingyan arrive en Thaïlande depuis Singapour le 30 juin, il a déjà un plan bien ficelé. Il loue une voiture, il prépare son alibi, ses déplacements, ses points de chute. Le 1er juillet, après avoir récupéré Yan Ruimin, Ma Qingyan l'emmène faire un tour et il lui sert la mise en scène du parfait petit couple. Sauf qu'une fois dans la voiture, la suite est beaucoup moins romantique. L'Institut de médecine légale se retrouve face à un défi de taille, identifier formellement la victime. Le corps retrouvé a passé 10 jours abandonné dans une zone sauvage extrêmement humide, il est dans un état de composition très avancé, mais parce que les données GPS de la voiture situent Ma Qingyan et Yan Ruimin dans la zone pendant 40 minutes la nuit de la disparition et que le bornage du téléphone de Yan Ruimin le confirme, les autorités ont de gros doutes sur l'identité de la dépouille. Et quand on a des gros doutes, c'est pas avec ça qu'on boucle une enquête. On commence alors avec ce qu'on a à disposition, les dossiers médicaux. Et là, les médecins se rendent compte que les dossiers médicaux et chirurgicaux de Yan Ruimin, notamment au niveau des interventions esthétiques, correspondent au corps retrouvé. Pour pouvoir en attester, de l'ADN est prélevé, et il est prélevé dans les os, puisque tous les autres tissus sont trop endommagés pour être utilisés. L'échantillon est ensuite comparé à l'ADN du père de Yan Ruimin, et on a une correspondance parfaite, ça confirme ce que tout le monde redoute, il s'agit bien du corps de Yan Ruimin. Elle n'est donc plus portée disparue, elle a été assassinée. L'examen de son corps ne révèle pas de fracture au crâne, pas de rupture des tissus cérébraux, ni d'hémorragie cérébrale. Elle a probablement été étranglée. Et les enquêteurs ont déjà un suspect en tête. Un mandat d'arrêt est émis contre Ma Qingyan. Mais où est-il presque 15 jours après le crime? Évidemment, il n'est pas resté à attendre gentiment de se faire cueillir comme une fleur à Bangkok. Le 3 juillet, le lendemain du meurtre de Yan Ruimin, il fait le ménage dans la voiture de location. Ensuite, il remballe ses affaires et il quitte sa chambre d'hôtel. Il rend la voiture de location à l'aéroport en début d'après-midi, puis il s'envole tranquillement pour Hong Kong. Il rejoint ensuite Macao, et ça on le sait parce qu'il commet une erreur de débutant. Entre le 4 et le 6 juillet, le compte WeChat Pay de Yan Ruimin est débité plusieurs fois. WeChat Pay, c'est un peu comme PayPal ou Apple Pay ou Venmo. L'application est liée à un compte ou une carte bancaire et permet de payer depuis son smartphone, de faire des virements ou des achats en ligne. Et du coup, notre petit arnaqueur, il pensait qu'il pouvait dépenser tranquillement l'argent de sa victime sans que personne ne s'en rende compte. À Macao, il dépense plus de 11 000 yuan, soit environ 1500 €. Mais aucun registre ne montre que Yan Ruimin est sorti de Thaïlande. Au moins, la police sait maintenant où chercher son suspect.
Avec l'aide d'Interpol, les enquêteurs prévoient d'aller le coffrer, et là, on arrive sur un moment bien pathétique. Mackingan est retrouvé d'une façon tellement bête, c'en est presque drôle. À Macao, notre génie du crime, qui doit être un peu à court de thunes, se présente chez un prêteur sur gage. Il veut mettre en gage une montre de luxe, sauf que le vendeur n'est pas né de la dernière pluie. Il repère direct que la montre est une contrefaçon. Au lieu de confronter Mackingan, il appelle discrètement la police. Les autorités de Chine continentale ont évidemment déjà alerté la police de Macao qu'un suspect dans une affaire de meurtre se cache dans leur juridiction. Le rapprochement est vite fait, le mec se fait attraper pour une arnaque très mal ficelée alors qu'il est en cavale pour meurtre. On dirait qu'inconsciemment il voulait se faire choper. Mackingan est interpellé quelques heures plus tard au terminal des ferries de Taipa alors qu'il tente de fuir vers Hong Kong. La boucle est bouclée, il fuit la Thaïlande en allant à Hong Kong puis se réfugie à Macao et il veut ensuite fuir Macao pour Hong Kong, chemin inverse. Il fallait bien que ça se termine. Mackingan est enfin arrêté par les autorités. Maintenant qu'il est en détention provisoire, que toutes les preuves l'accusent, on peut enfin se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il décide de tuer Yan Ruimin? Les enquêteurs ont plusieurs théories à ce sujet. Premièrement, probablement le motif le plus évident, l'argent. Mackingan est habitué à vivre au-dessus de ses moyens, il a peut-être juste vu une opportunité de renflouer ses caisses. Deuxième hypothèse, le rejet. Certains enquêteurs pensent que Yan Ruimin aurait pu découvrir la véritable identité de Mackingan après leur rencontre. Il aurait senti son image lui échapper, il se serait senti démasqué et il n'aurait peut-être pas toléré l'humiliation. Troisième hypothèse, celle de l'escalade criminelle. Les antécédents de Mackingan révèlent un schéma d'escroquerie de plus en plus audacieuse. Le meurtre pourrait être l'aboutissement tragique de cette escalade. Le plus troublant dans cette affaire, c'est la dualité de Mackingan. D'un côté, c'est un manipulateur capable de planifier minutieusement une rencontre mortelle. De l'autre, c'est un criminel amateur qui accumule les erreurs de débutant. Il passe des heures à se construire une fausse image sur les réseaux sociaux, tout ça pour se faire arrêter à cause d'une arnaque à la contrefaçon. Il est probablement plus habitué à escroquer les gens en ligne qu'à commettre des crimes IRL dans le monde réel. Certes, il maîtrise l'art de la manipulation virtuelle, mais quand il s'agit de couvrir ses arrières après avoir commis un meurtre, il fait preuve d'une négligence ridicule. Un arnaqueur dangereux, mais heureusement pour notre enquête, un arnaqueur incompétent. L'arrestation de Mackingan soulève une question complexe de juridiction. L'homme est arrêté à Macao, région administrative spéciale de la Chine, pour un meurtre commis en Thaïlande alors qu'il est citoyen de la Chine continentale. Qui va le juger? La police thaïlandaise a un mandat d'arrêt international contre lui et le tribunal pénal de Bangkok a également un mandat d'arrêt contre lui pour meurtre et dissimulation de corps. Mais les choses ne sont pas si simples. Macao a ses propres lois et son propre système judiciaire qui n'est pas le même qu'en Chine continentale. Mais dans cette affaire, les autorités de Macao décident de transférer Mackingan aux autorités chinoises. Pourquoi? Parce que la Chine continentale a une politique stricte concernant ses ressortissants qui commettent des crimes à l'étranger. En général, le pays préfère juger ses citoyens sur son sol et les peines sont particulièrement sévères. Si Mackingan est jugé en Thaïlande, il risque la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. La peine de mort existe en Thaïlande, mais elle est rarement appliquée dans les cas impliquant des étrangers pour des histoires évidentes de paix internationale. S'il est jugé en Chine, Mackingan encourt la peine maximale pour meurtre avec préméditation, soit la peine de mort, et les circonstances aggravantes, c'est-à-dire la dissimulation du corps, joueront en sa défaveur. Le fait d'avoir terni l'image de la Chine à l'étranger pourrait aussi peser dans la balance. Les autorités thaïlandaises tentent toujours de ramener Mackingan en Thaïlande pour l'interroger, mais étant donné qu'il est déjà sous la juridiction chinoise, il y a fort à parier que ça ne se fasse jamais. Une chose est sûre, que ce soit en Thaïlande ou en Chine, Mackingan va devoir répondre de ses actes, et contrairement à sa montre, il va écoper d'une peine qui, elle, sera bien réelle. Cette affaire illustre bien les potentiels dangers des réseaux sociaux et de l'image qu'on y projette. Yan Ruimin, issu d'un monde très aisé, montre à ses abonnés son style de vie luxueux. Mackingan, lui, utilise une approche similaire, mais dans un but criminel. Caché derrière son image publique de mec faussement riche, il tombe sur un profil similaire au sien, celui de Yan Ruimin.
Il s'immisce dans sa vie sous prétexte d'un intérêt romantique, il exploite sa confiance en se faisant passer pour un homme qui partage le même style de vie qu'elle, un peu façon Tinder Swindler, sauf que la pauvre Yan Urimin va le payer de sa vie sans qu'on sache réellement pourquoi ni comment. Est-ce que Makingan comptait arnaquer Yan Urimin et que quelque chose s'est mal passé et l'a amené à la tuer, ou bien est-ce que dès le début il est motivé par le meurtre? Est-ce que dès le début il planifie de tuer Yan Urimin? On espère que la justice pourra amener des réponses claires à toutes les questions qui restent encore en suspens dans cette affaire. Heureusement que Makingan a été négligent. Et au final, c'est l'accumulation de preuves physiques et numériques qui permet aux enquêteurs de reconstituer ce puzzle macabre. Un meurtre prémédité, suivi d'une tentative bâclée de dissimulation de preuves. Makingan pensait peut-être avoir commis le crime parfait, mais il laisse derrière lui tellement d'indices qu'il aurait pu aussi bien signer le corps de son nom. 12 arrêts qu'il fait en voiture pour se débarrasser des preuves, puis du corps. À l'image du petit poucet, il laisse un véritable chemin de miettes de pain que la police n'a plus qu'à cueillir après son passage. Cette affaire a des répercussions plus larges, notamment sur le renforcement des contrôles des touristes chinois en Thaïlande, et elle déclenche un débat sur la sécurité des influenceurs qui exposent leur vie luxueuse sur les réseaux sociaux. Les touristes chinois sont même prévenus quand ils voyagent: faites attention à vous, ne faites pas confiance aux personnes que vous ne connaissez pas, surtout s'ils sont chinois. Et en même temps, ce message arrive après une série d'incidents impliquant des touristes chinois en Thaïlande. En juin 2024, par exemple, une touriste chinoise de 27 ans est kidnappée à Bangkok. Pour son retour, on demande une rançon. En avril, c'est un étudiant chinois qui est attiré dans un piège similaire. La police thaïlandaise rejette l'idée d'un réseau criminel organisé. Pour eux, il s'agit d'actes isolés. Après, quand on connaît les chiffres du tourisme, notamment chinois, et qu'on imagine un peu la source de revenus qu'il représente pour le pays, on se doute bien que les autorités ne vont pas se risquer à faire des rapprochements, c'est pas très vendeur. Venez profiter de nos plages paradisiaques en Thaïlande, de nos traditions culinaires qui font saliver la planète, de notre culture hyper riche, blablabli, blablabla. Mon avis sur la question du tourisme et de ses dangers, bon bah si tu me suis depuis un moment, tu le connais sûrement déjà, le danger de se faire agresser, kidnapper ou même tuer, j'estime qu'il existe partout. J'ai passé 1 mois à voyager seul en Inde, il ne m'est arrivé que de belles choses. J'ai passé 3 mois en Amérique latine, Mexique, Pérou, Colombie, bien d'autres pays où on me disait on va te voler tes organes. Il ne m'est arrivé que de belles choses. Alors bien sûr, quand on voyage, on prend ses précautions. Je ne dis pas de partir comme une fleur dans une insouciance totale, mais personnellement, c'est pas ce genre d'histoire qui va m'empêcher de vivre et de continuer à adorer le voyage. Par contre, sur la question des réseaux sociaux et de ce qu'on y partage, je suis totalement d'accord de dire qu'il faut se protéger, même si on n'est pas une célébrité des réseaux sociaux. On sait que certaines personnes, après avoir publié «Viens de check-in au cinéma, machin truc», se sont fait cambrioler, parce que t'annonces clairement que t'es pas chez toi, ou pire encore que t'es en vacances, donc on sait qu'on peut venir se servir chez toi sans être dérangé. Et c'est ce qui est arrivé à une influenceuse italienne il y a 2 ans, enfin c'est ce qui arrive à plein de monde, influenceur ou pas. Donc se protéger par rapport à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, oui, j'estime que c'est absolument essentiel. Ou alors, tu fais comme moi, tu vas au resto, tu laisses tes adorables chats pour surveiller ton appartement. Je te garantis que s'ils sont suffisamment mignons comme mes 2 enfants, Assam et Link, n'importe quel cambrioleur sera sous leur charme. Il changera d'avis sur ses intentions de cambriolage. Avant de se quitter, encore merci au sponsor de cette vidéo, les éditions K-World, à l'occasion de la sortie du nouveau webtoon de l'autrice Ryung. Le titre, je le rappelle, c'est Killstagram, l'histoire d'une influenceuse traquée par un tueur en série. Le tome 1 en français sort le 15 mai 2025 pour seulement 9,95 €. Il sera disponible en librairie, dans des points de vente en ligne, Amazon, Fnac, etc. Et il est bien sûr disponible sur le site de la maison d'édition K-World. Je te laisse un lien en commentaire épinglé et en description. Je rappelle aussi que j'ai quelques tomes à offrir, donc pour participer à ce concours, abonne-toi à ma chaîne, laisse un petit like, un petit commentaire avec le titre du webtoon. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.